Nous sommes le 2 février 2021 à Atoll, dans l'Idaho. Il est environ 22h45. Dan Howard appelle le 911 et vient de faire une découverte terrifiante. Dan explique qu'il vient de retrouver sa femme, Candy, 48 ans, dans la baignoire, qu'elle s'est tiré une balle dans la tête. Les policiers arrivent rapidement sur place. Après les vérifications d'usage, le policier Wheeler annonce officiellement la terrible nouvelle à Dan, qui est inconsolable. I'm sorry to inform you, but your wife has passed, sir. No! God damn it! À première vue, tout semble effectivement pointer vers un suicide. Mais au fil de l'enquête, ils se rendent compte que les preuves racontent une toute autre histoire. Sur place, Dan est interrogé. Il raconte qu'il n'était chez lui que depuis quelques jours, il travaille en Alaska, et que lui et Candy étaient seuls à la maison. Il explique que Candy a préparé son bain habituel vers 21h30, mais qu'elle n'était pas ressortie de la salle de bain. Il dit qu'il était en bas, qu'il regardait la télé quand il a entendu un bruit sourd, mais qu'il ne pensait pas que c'était un coup de feu, mais plutôt que quelque chose était tombé par terre. Lorsqu'il monta à l'étage pour prendre de ses nouvelles, il trouva sa femme, avec qui il était marié depuis 28 ans, morte dans la baignoire. Une arme de poing gisait au fond de l'eau trouble. Puis il a appelé les urgences. Daniel et Candy Howard se marient en 1994. Candy a 22 ans et est déjà maman d'une petite Brooke âgée d'1 an. Ensemble, ils achètent une maison à Atoll, Idaho, dans un cadre verdoyant et serein. Ils ont rapidement un fils, Wyatt, qui comme son père deviendra marine. Les années passent dans le bonheur le plus complet. Une voisine, Carrie Maitland, raconte que le mariage de Dan et Candy semblait solide. Candy est décrite comme ayant une grande personnalité. Elle était heureuse de parler à n'importe qui, de se faire des amis et de plaisanter. Elle venait d'une petite ville de l'Idaho, elle était sportive et adepte des activités de plein air, d'après son frère Brian Wilkins. Elle faisait du cheval et adorait s'occuper de sa chèvre. Candy travaillait dans un centre médical local et Daniel, 55 ans, après avoir servi dans le corps des marines, a poursuivi une carrière de 20 ans dans les forces de l'ordre. Durant cette période, il a été adjoint au shérif en Californie, puis en Idaho, et en 1994, il est devenu agent de la police d'État de l'Idaho. Au fil des ans, il suit une formation pour le SWAT, puis devient instructeur d'armes à feu et instructeur de tactique de défense. Selon des amis, le mariage a connu des frictions après que Dan, qui travaillait comme policier pour la police d'État donc, a abattu une femme lors d'un contrôle routier qui s'est transformé en fusillade en 2011. Lors de cet incident, la fugitive a foncé avec sa Jeep sur Dan qui a tiré sur la femme. Une agence externe a déterminé qu'il était justifié d'ouvrir le feu et il a repris le travail après un congé de 9 mois. Mais l'incident a fait des ravages, autant chez Dan, qui a semblé ne plus être le même depuis, que chez Candy, qui serait devenue dépressive. En 2013, Candy aurait dit à son mari qu'elle avait eu une relation amoureuse avec son ami Matthew Wood, ce qui a fait péter les plombs à Dan. On y reviendra. Dan quitte la police le 14 novembre 2014 et je vous expliquerai pourquoi plus tard. Après cela, Dan part travailler en Alaska dans les gisements de pétrole avec son beau-frère, le frère de Candy, Brian, ce qui change la dynamique familiale. Il part pour 3 semaines de travail et revient pour profiter de 3 semaines de congé, et ainsi de suite. C'est à ce moment-là que le couple aurait commencé à s'éloigner définitivement. Brian Wilkins raconte qu'il y avait eu des disputes et des chamailleries pratiquement tout le temps où Dan était en Alaska. Une amie de Candy, Michelle Lampert, explique que Candy vivait ces 3 semaines où Dan n'était pas là comme une nouvelle liberté et qu'elle a vraiment décidé d'expérimenter la vie à ce moment-là. Au fil des années, le mariage de Dan et Candy, qui était déjà mis à mal, a touché le fond. Sa fille Brooke raconte que sa mère disait très clairement qu'elle n'aimait pas Dan et qu'il n'y avait pas d'amour dans leur mariage. À l'été 2020, Candy a commencé une liaison avec un ancien petit ami du lycée, Daniel Prado, résidant dans sa ville natale, Kamia, Idaho. Elle a également commencé à parler de divorce et était sur le point d'acheter une nouvelle maison à Kamia, dont l'affaire devait d'ailleurs être conclue en avril 2021. Candy a donné son préavis à son travail en prévision du déménagement. Elle a demandé des références pour de nouvelles candidatures et évoqué son rêve d'ouvrir une petite boutique d'antiquités dans sa ville natale, une fois installée.
Elle venait même de planifier 2 opérations de chirurgie plastique pour lesquelles elle était très enthousiaste, à savoir une abdominoplastie et une augmentation mammaire. C'est pourquoi les proches de Candy refusent totalement la version de Dan selon laquelle elle se serait ôté la vie. Elle avait des projets, elle avait des enfants et une petite fille, elle n'aurait jamais pu faire ça. Mais Carrie Maitland, la voisine de Candy, affirme que cette dernière était profondément malheureuse. Quelques mois plus tôt, elle affirme que Candy lui a fait part de problèmes dans son mariage, qu'elle ne faisait que pleurer et qu'elle lui a même dit « Je ne mérite pas d'être ici ». Carrie, elle, ne pense pas qu'il y ait de mystère sur ce qui s'est passé dans cette salle de bain. Mais la scène de crime présente des anomalies qui font tiquer les enquêteurs. Pour commencer, Dan a un comportement bizarre. La policière Miranda Thomas relate qu'il criait et hurlait, mais qu'il n'y avait pas de larmes dans ses yeux. D'après elle, il faisait semblant d'avoir des hauts le cœur de temps en temps, sans jamais aller plus loin. Et d'ailleurs, malgré le choc d'avoir découvert sa femme morte, Dan semblait avoir récemment pris une douche, changé de vêtements et mis du déodorant quand les enquêteurs sont arrivés chez lui. Également, en faisant le tour de la maison, elle raconte qu'elle a trouvé un sac de voyage rempli d'affaires, comme si quelqu'un se préparait à quitter la maison. Dans la buanderie, le sèche-linge est en marche, rempli de serviettes de bain et de tapis de sol propres et chauds. L'écran affiche encore 6 minutes. Plus tard, le détective Jerry Northrup fera quelques recherches. Sur le site du fabricant, il trouve des informations sur la durée des cycles, qu'il a comparées avec l'heure à laquelle l'appel au 911 a été passé. Et figurez-vous que le programme a démarré moins d'1 minute après le début de l'appel aux urgences. Cela suggère que Dan était donc en train de s'occuper du linge, plutôt que de rester aux côtés de sa femme, tout en faisant croire qu'il était inconsolable et bouleversé au téléphone. D'après le détective Northrup, le fait qu'une femme se tire une balle dans la tête en étant dans la baignoire, nue, est inhabituel. Cela ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, mais que c'est inhabituel. Expert en scène de crime, il affirme qu'il manque quelque chose à cette scène, surtout si l'on considère que Candy a subi une blessure à la tête. D'après lui, il y aurait dû y avoir beaucoup plus de sang. Or, elle n'a rien ni sur son visage, ni sur son corps, et il n'y a rien non plus dans la baignoire. Ses mains aussi sont parfaitement propres, aucune trace de sang. Normalement, l'eau aurait dû être rouge foncé, or là, elle était à peine rose. En parlant de l'eau d'ailleurs, Dan raconte aux policiers que Candy est parti prendre un bain vers 21h30. Il appelle le 911 vers 22h45 et les policiers arrivent plusieurs minutes après. Sur place, l'un d'eux a effleuré l'eau du bain et elle était encore tiède, ce qui semble curieux compte tenu que ça faisait déjà au moins 1h20 que le bain était prêt. Le tapis de bain au pied de la baignoire est trempé, mais le sol est parfaitement sec. Il n'y a ni vêtements ni peignoir dans la pièce pour qu'elle puisse s'essuyer et se changer après son bain. Les seules serviettes étaient des essuie-mains décoratifs et non le genre de serviettes qu'on aurait sous la main pour s'essuyer le corps. Plus étrange encore, le sac à main de Candy est posé sur le comptoir de la salle de bain. Je ne sais pas pour vous, mesdames, mais moi je n'emmène jamais mon sac à main dans la salle de bain quand je me lave. Dans la chambre, des éclats de verre sont retrouvés par terre. Enfin, il n'y a pas d'autres signes, comme par exemple une lettre de suicide. Le détective Northrup et le détective en chef Ken Lalatine discutent un peu avec Dan, qui s'est calmé. Ce dernier explique que son mariage était en difficulté. Il suggère que ces problèmes ont dû motiver la décision de Candy d'apporter l'arme dans la baignoire ce soir-là. Dan explique que 2 jours auparavant, ils étaient en train de finaliser le partage des biens lorsque Candy lui a annoncé qu'elle désirait récupérer son arme. Il dit qu'il est allé au coffre-fort pour la lui donner. Dan continue et raconte que juste avant le drame, il a annoncé à Candy que la maison qu'elle est sur le point d'acheter à Kamia fera aussi partie de la communauté et qu'elle devra donc être partagée, comme tout le reste, ce qui a semblé la bouleverser profondément. Il relate que c'est à ce moment-là qu'elle a décidé d'aller prendre son bain. Les enquêteurs procèdent ensuite aux analyses habituelles, qui passent par la vérification des résidus de poudre sur les lieux d'une fusillade. En tant qu'ancien policier d'État, Dan le sait. Pourtant, le détective Northrup dit que Dan était mal à l'aise à l'idée d'être testé, qu'il a mis ses mains dans les poches de son jean, puis a commencé à les tourner dans tous les sens, comme s'il essayait d'essuyer quelque chose, jusqu'à ce que les policiers lui demandent d'arrêter. Le résultat du test est négatif. Des résidus de poudre sont néanmoins retrouvés sur les mains de Candy. L'ADN de Dan n'a pas été retrouvé dans la baignoire. Néanmoins, le sergent détective Lalatine est sceptique. Il trouve très bizarre que Dan Howard, qui a servi dans le corps des marines, puis pendant environ 20 ans dans les forces de l'ordre, qui a été instructeur en maniement d'armes à feu, qui a fait partie d'une équipe du SWAT, ne reconnaisse pas le bruit d'un coup de feu. Le matin venu du 3 février, Dan appelle sa belle-fille Brooke pour lui annoncer la nouvelle. Et cela ne se passe pas très bien.
Le détective Lalatine dit qu'il pouvait entendre Brooke crier après Dan à travers le téléphone. Ils l'entendent d'ailleurs crier « C'est toi qui l'as tué ». Think you killed your wife? I have no idea. Because I gotta tell you, that phone call put chills down my spine. Interrogée, elle affirme sans aucun doute que sa mère ne touchait jamais d'arme à feu et qu'elle n'aurait jamais pu commettre un tel geste. Une autopsie est pratiquée plus tard dans la journée par le docteur John Howard, aucun lien de parenté. Il détermine que Candy souffre d'ecchymose sur tout le corps, de coupures superficielles aux pieds, d'une grande brûlure au 2e degré et d'une fracture de la mâchoire. La balle a été tirée à partir de la bouche et a traversé son crâne. Il conclut que la cause de la mort était une blessure par balle, mais que le mode de décès était indéterminé. Ce point sera contesté lors du procès. Si, comme moi, vous ne voyez pas la différence entre ces deux termes, voici une explication. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, ils font la distinction entre 3 paramètres. La cause du décès, le mode du décès et le mécanisme du décès. La cause du décès est la maladie ou la blessure naturelle qui a entraîné des changements physiologiques aboutissant à la mort, par exemple une blessure par balle ou une tumeur. Le mode du décès est la classification ou la catégorisation utilisée pour expliquer comment le décès est survenu. Le mode du décès comporte généralement 5 catégories: naturel, homicide, suicide, accident, indéterminé. Le mécanisme du décès est le dérèglement physiologique immédiat entraînant la mort, par exemple hémorragie, septicémie, asphyxie, qui n'est pas étiologiquement spécifique. La cause du décès et le mode du décès sont déterminés sur la base des circonstances du décès, de l'examen du corps et des études auxiliaires le cas échéant. La détermination précise et opportune de la cause et du mode du décès est importante pour de nombreuses raisons, notamment dans l'intérêt de la famille du défunt, des statistiques de l'état civil, des implications pour la santé publique et du système médico-légal. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas assez de preuves physiques sur les lieux pour arrêter Dan, malgré tous les soupçons du monde. Ce dernier n'assiste pas à la cérémonie commémorative de Candy organisée dans sa ville natale. Il vend finalement les biens de sa défunte épouse lors d'un vide-grenier organisé le jour de l'anniversaire de Candy. Son fils Wyatt, interrogé à ce sujet, déclare qu'il voulait simplement s'en débarrasser et faire disparaître tout ce qui appartenait à Candy dans la maison parce qu'il ne pouvait plus le supporter. Il continue et il raconte que sa demi-sœur Brooke s'est présentée au vide-grenier, en colère et sous le coup de l'émotion, après avoir appris l'existence de l'événement sur Facebook. Et Dan a appelé la police. Wyatt relate qu'il lui a dit qu'elle était en train de violer la propriété privée et qu'il ne voulait pas d'elle chez lui. Interrogé sur les raisons de son geste, Wyatt répond que c'est sûrement car Brooke accuse Dan du meurtre de sa mère. L'enquête continue pendant 2 ans. Après avoir recueilli davantage d'informations sur la mort de Candy, notamment des rapports médicaux et des témoignages de proches, la police obtient finalement un mandat d'arrêt. Dan Howard est inculpé en avril 2023 d'un chef d'accusation de meurtre au 1er degré et d'un chef d'accusation de coups et blessures. Mais il clame son innocence. Bien qu'il ait payé sa caution, on lui ordonne de porter un bracelet électronique en attendant son procès. Le procès s'ouvre le 4 mars 2024. Le procureur Art Verhaeren prend la parole. Après avoir parlé de Candy, il demande aux jurés de se souvenir d'une phrase très importante de Sir Arthur Conan Doyle. Lorsque l'on a éliminé l'impossible, ce qui reste, aussi improbable soit-il, doit être la vérité. Le procureur revient sur la formation professionnelle de Dan, comme quoi il a été formé à des techniques d'attaque, de défense, et insiste sur le fait que Dan avait les connaissances et l'expérience en matière de collecte d'éléments de preuve et de scènes de crime, donc qu'il a très bien pu mettre en scène la scène de crime. Voici le déroulé des faits d'après l'accusation. Le 10 juillet 2020, Candy et Dan ont une grosse dispute. Lassée de ne jamais rien pouvoir faire ou s'acheter, Candy a finalement ouvert un compte bancaire à son nom. Elle avait caché les cartes de crédit, mais Dan a trouvé les factures, ce qui a déclenché la dispute. Il a alors violemment frappé Candy, qui finit par appeler le 911. Des policiers se rendent chez elle, mais elle ne leur révèle rien à propos de ce qui s'est passé. Le lendemain notamment, elle envoie des photos de ses bleus et de ses blessures à son ami Michel, qui les verra en personne quelques jours plus tard. On peut donc conclure que le 10 juillet, Candy a été victime de violences domestiques. À la suite de cet événement, Candy aurait pris la décision de divorcer de Dan.
En tout, l'actif de leur communauté est estimé à environ 2 millions de dollars, que ce soit en biens immobiliers, en terrain, en voitures, bateaux, cash et assurance vie. Le procureur explique que puisque tout est sous la communauté de biens, Kendi avait droit à la moitié, et notamment la moitié de la pension de retraite policière de Dan. Le 26 janvier 2021, Kendi rencontre son avocat pour le divorce pendant que Dan est en Alaska. Toute sa famille est au courant, sauf Dan. 2 jours plus tard, le 28 janvier, elle récupère Dan à l'aéroport et lui annonce la nouvelle. Elle souhaite divorcer. Ayant récupéré les documents lors de son rendez-vous, elle les a déjà remplis et les donne à Dan pour qu'il fasse de même. D'après une amie de Kendi, Dan n'aurait pas très bien pris la nouvelle. La nuit même, Kendi se réveille et voit son mari se tenant près d'elle, vêtu de noir, portant des gants et tenant un objet non identifié. Morte de peur, Kendi appelle discrètement son petit ami, Daniel Prado, sur Facebook Messenger. Il décroche et entend Kendi et Dan se disputer. Kendi semble effrayée et crie à Dan « Qu'est-ce que tu essaies de faire ?» Et aussi « Laisse-moi partir !» Au bout de 15 secondes, Daniel raccroche et appelle les parents de Kendi qu'il connaît bien. Il craint qu'une intervention directe n'aggrave une situation déjà tendue. Janie et Wendell Winkins contactent les adjoints du shérif de Atoll pour qu'ils se rendent au domicile de leur fille. Aux policiers qui se rendent chez elle, Kendi a peur de trop en dire. Elle dit qu'elle ne veut pas causer d'ennui. Okay? I get that, but when your safety is in question, it's not causing problems, it's protecting yourself, right? Craignant pour sa vie, elle part vivre chez ses parents à Kamia pour quelques jours. Le 1er février, Dan et Brian, le frère de Kendi, partent en voiture à Lucille pour aller récupérer quelque chose pour le père de Dan. Pour vous donner une idée, Dan et Kendi habitent à Atoll. À environ 3h30 de route au sud se trouve Kamia, là où vivent les parents, le frère et le petit ami de Kendi, et encore plus au sud se trouve Lucille, environ 1h20 de route de Kamia, là où habite le père de Dan. Durant le trajet, Dan confronte Brian sur le fait qu'il pense que sa femme a une liaison, ce que Brian confirme. La nuit, Dan dort chez Brian, à Kamia. Kendi, elle, est rentrée chez elle à Atoll car elle travaille le lendemain et d'après le procureur, Dan l'aurait rassurée en lui promettant qu'il l'aimait et qu'il ne lui ferait pas de mal. Elle a dit à ses amis et à sa famille qu'il n'était pas assez stupide pour retenter quelque chose, qu'elle avait l'impression d'avoir un certain niveau de sécurité. D'après Brian, Dan fait les 100 pas toute la nuit. Le lendemain, 2 février, il fait la route d'une traite pour retourner à Atoll. Il attend que Kendi rentre du travail. Une fois de retour chez elle, Dan et elle se seraient violemment disputés, expliquant les nombreuses ecchymoses sur tout le corps, les coupures superficielles aux pieds, la grande brûlure au 2e degré et la mâchoire cassée. Le procureur Verhaeren déclare que Kendi s'est battu pour sa vie. D'après l'accusation, Dan a tué Kendi en lui faisant subir une contention carotidienne qui a coupé la circulation sanguine vers son cerveau. Cette technique est enseignée dans le cadre de l'entraînement de base que Dan a effectué lors de sa formation policière. Selon les procureurs, après avoir tué Kendi, Dan l'a déshabillé, il a transporté son corps dans la salle de bain, l'a placé dans la baignoire et l'a rempli d'eau. Il a posé son téléphone et son sac à main près du lavabo. Finalement, Dan Howard a mis une arme dans la bouche de Kendi et a appuyé sur la gâchette. Pour l'accusation, Dan réunit tous les critères pour être le tueur. Il avait l'opportunité, il était seul avec sa femme ce soir-là, il avait la capacité, il a été formé comme policier et avait les compétences pour cacher des indices ou déguiser la scène de crime. Et il avait le mobile, il a su que Kendi avait une liaison, qu'elle voulait divorcer pour aller avec un autre homme et qu'il devrait alors diviser leurs biens en 2, ce qui l'enrageait. Mais souvenez-vous, le docteur John Howard a pratiqué son autopsie le 3 février 2021, un jour après la découverte de Kendi dans sa salle de bain. Il a conclu que la cause de la mort était une blessure par balle, mais que le mode de décès était indéterminé. 2 professionnels de la santé contestent cette décision. La médecin légiste Jennifer Nara, qui travaille au bureau du médecin légiste du comté de Spokane, a procédé à son propre examen des preuves, des photos et de la langue de Kendi Howard. Nara déclare au jury qu'il n'y avait pas de sang sur les lieux et que la trajectoire de la balle pointait vers le bas, les 2 n'étant pas compatibles avec un suicide. Le docteur Bill Smock, expert en strangulation dans le Kentucky, a déclaré qu'il y avait eu une lutte évidente avant la mort de Kendi Howard en raison des abrasions sur son corps.
Le docteur Ryan Rambaran, chirurgien traumatologue en Pennsylvanie, a procédé à un examen approfondi de la perte de sang de la langue de Candy et a conclu qu'elle n'était pas en vie lorsqu'on lui a tiré dessus. Lorsqu'un médecin légiste tire des conclusions sur la mort d'une personne, il consulte généralement les forces de l'ordre sur les événements qui ont précédé le décès afin d'obtenir des indications sur les éléments à rechercher. Dans cette affaire, le docteur John Howard a déclaré qu'il ne se souvenait pas d'avoir parlé à la police et qu'il n'avait jamais vu de photos de la scène de crime. Il n'a jamais parlé au légiste adjoint en chef du comté de Kootenai, le docteur Lynn Acevedo, qui s'est rendu sur les lieux cette nuit-là et a remarqué que le corps de Candy n'avait, je cite, « pas l'air normal ». Également, lorsqu'il a été invité à témoigner pour la défense, il n'a jamais reçu la moindre partie du dossier à examiner. Il n'a jamais examiné les rapports des autres médecins. Le docteur John Howard déclare au procureur qu'il avait cherché d'autres causes de décès, mais qu'il n'y avait aucune preuve d'une autre explication. Cette blessure a la même apparence que d'autres blessures par balle qui se sont avérées fatales dans d'autres cas, déclare-t-il lorsqu'on lui demande pourquoi il a rendu cette décision. « Je n'ai aucune raison de penser qu'il existe une autre cause de décès », continue-t-il. Parmi les témoins de la défense figure le père de Dan, John. John Howard déclare au jury que son fils est un bon père de famille. Il ne l'a jamais vu se mettre en colère et son fils a toujours été responsable avec l'argent. Dan a appelé son père ce soir-là pour lui raconter ce qui s'était passé. Il a décrit son comportement comme étant, je cite, « assez bouleversé parce qu'il pouvait à peine comprendre son fils au téléphone car il criait et pleurait ». Interrogé à propos du fait que Dan n'ait pas assisté à la cérémonie commémorative organisée dans la ville natale de son épouse Candy, son père déclare à la barre qu'il lui a conseillé de ne pas y aller car il y avait des rumeurs autour de la mort de Candy. Selon lui, il était préférable d'éviter une confrontation. Mais il précise que son fils voulait absolument y aller. Néanmoins, le passé de Dan ne le dépeint pas comme l'homme décrit par son père. Au contraire, il s'avère que Dan est sujet à la violence et à l'agressivité. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'en 2013, Candy a avoué à Dan avoir eu une liaison avec un ami et collègue de ce dernier, Matthew Wood. Furieux, Dan l'a confronté au bureau. Il a menacé de le tuer en disant, je cite, « Je vais éclabousser les murs de ta cervelle ». Et l'affaire n'en est pas restée là. En fait, Dan a commencé à harceler Matthew. D'après l'affidavit, il a endommagé le véhicule de Matthew avec du sirop de maïs, volé ses armes, volé son courrier, placé des lettres anonymes dans sa boîte aux lettres, endommagé sa pelouse avec des graffitis, l'a suivi dans une voiture de patrouille, a pointé un fusil sur lui et a même tiré sur son toit avec un fusil de chasse. L'affaire a été portée au tribunal. Daniel n'a pas admis tous ses actes, mais il a accepté de dédommager Matthew Wood. Curieuse coïncidence, le procureur sur cette affaire d'harcèlement est le même que celui du meurtre de Candy. En janvier 2015, le procureur Art Verhaeren a demandé une peine d'emprisonnement de 5 ans contre Dan Howard, arguant qu'il a trahi la confiance du public en tant qu'officier et qu'il a beaucoup réfléchi à ses actes, qui n'étaient pas effectués sous le coup de la colère, puisqu'ils se sont déroulés sur une période de 9 mois. Finalement, le juge Benjamin Simpson a condamné Dan Howard à 120 jours de prison, à une peine de 3 ans de prison avec sursis, à une mise à l'épreuve et à 600 heures de travail d'intérêt général. Il a déclaré qu'il pensait que M. Howard vivait dans un état de stress extrême depuis qu'il avait abattu une femme en 2011 lors d'une fusillade. Ses amis ont déclaré que cette fusillade, ainsi que la liaison, était trop difficile à gérer pour lui, qu'il était, je cite, « dans une situation très sombre ». Lors de l'audience, Candy, qui s'était depuis réconciliée avec son mari, a exprimé des remords. Finalement, Dan aussi s'est exprimé. « J'ai merdé et je me tiens ici complètement honteux. Je m'efforcerai toujours de corriger ces erreurs. » C'est à cause de cette affaire qu'il a démissionné de la police d'État de l'Idaho en novembre 2014. Michel Lampert, l'ami de Candy, raconte que la relation du couple a ensuite changé. Dans les années qui ont suivi, Michel relate que Dan est devenu autoritaire et prompt à la colère, surtout lorsqu'il s'agissait des dépenses de Candy. D'après elle, Dan ne voulait jamais faire quoi que ce soit qui puisse entraîner des dépenses. Elle dit que Candy n'était pas elle-même quand il était là, et que quand Dan partait en Alaska, elle devenait une personne totalement différente, elle n'était plus sous son emprise. Brooke, sa fille, témoigne qu'elle n'a jamais eu aucun doute sur l'identité du tueur de sa mère. Elle déclare que son beau-père a longtemps fait subir à sa mère des violences physiques et émotionnelles. Elle dit « Le mariage a toujours été mauvais, mais il est devenu terrible ces 2 dernières années. Elle arrivait au travail avec des bleus. Elle aurait fait n'importe quoi pour ne pas être à la maison quand il y était. Il menaçait de se tuer si elle voulait partir. »
À la fin de la première semaine du procès, tout le monde rentre chez soi pour le week-end. Mais ce vendredi soir-là, les procureurs apprennent une nouvelle semblant tout droit sortie d'une série policière. Il semble que Dan Howard soit en train de s'enfuir. Dan est arrêté à l'aéroport international de Spokane. Dans le cadre de sa caution, il lui est interdit de s'approcher à moins de 3 km d'un aéroport. Cependant, maître Jason Johnson, l'avocat de Dan, insiste sur le fait que son client ne tentait pas de s'enfuir, mais qu'il s'est rendu sur place pour aider un ami à rendre une voiture de location. Il dit, je cite, « Il n'y avait pas de sac dans sa voiture, il n'avait pas de billets, il n'était même pas dans l'aéroport, il se trouvait dans le parking des voitures de location. » Pour les policiers, cependant, il est possible qu'il ait voulu couper le bracelet électronique, le laisser dans sa voiture et repartir avec un véhicule de location. Mais dommage, Dan est conduit en cellule et sa caution est révoquée. Le procès reprend le lundi suivant. Le jury n'est pas informé de la tentative d'évasion de l'accusé. Vient le temps des réquisitions. L'avocat de Dan, maître Johnson, affirme que Candy Howard, qui souffrait de troubles émotionnels, s'est suicidé. Il souligne le fait que l'ADN de Dan ne se trouve pas sur l'arme de Candy. Il rejette également l'affirmation de l'État selon laquelle il y avait eu une bagarre physique cette nuit-là, car d'après lui, Candy n'avait pas d'ADN sous ses ongles et qu'il n'y avait pas de marque défensive sur Dan. Le 19 mars 2014, après 8 heures de délibération, le jury déclare Dan coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre lui. 2 mois plus tard, le 23 mai, Dan entre dans la salle d'audience vêtu d'une combinaison rayée rouge et blanche, affaibli par la perte d'au moins 15 kilos lors d'une grève de la faim en prison. Le condamné implore la clémence du juge lors de l'audience de détermination de la peine. Il dit « J'aime ma femme et elle me manque. Et je ne suis pas ce monstre, je vous l'assure, que les gens ont dépeint. Candy et moi avons passé 28 ans ensemble. Et nous avons élevé une famille. Nous avons eu un bon mariage et une bonne vie. Je ne suis pas l'animal qu'ils décrivent. Je n'ai pas l'intention de mettre la cour en colère ou de manquer de respect à la procédure à laquelle je croyais. Mais votre honneur est sur le point de condamner un homme innocent à la prison. » Brooke prend la parole. « Tu ne comprendras jamais les dommages que tu as causés à chacun d'entre nous. Tu n'es pas la victime. Tu mérites d'être ici aujourd'hui. Tu mérites de ne plus jamais vivre librement. » Brooke décrit le chagrin de sa famille et les conséquences du meurtre de sa mère. Elle ne me verra pas me marier, elle ne verra pas ma fille grandir. Finalement, le juge Lamont Berest déclare, avant de prononcer la sentence. « Il est clair pour moi que vous êtes un tueur sans pitié, et je ne dis pas ça à la légère. Ce que nous savons au-delà de tout doute raisonnable, c'est que vous avez étranglé votre femme. Vous l'avez assassinée. Puis vous avez mis en scène son corps nu dans la baignoire, vous lui avez tiré une balle dans la bouche et vous avez essayé de faire passer cela pour un suicide. Vous avez tué une mère, vous avez tué une grand-mère, vous avez tué une sœur. Vous l'avez tuée à cause de votre orgueil, de votre cupidité et de votre colère. Au vu de votre passé, vous n'avez que peu de chances d'être réhabilité et la société doit être protégée de vous. Vous n'êtes pas à l'abri d'une rédemption, mais dans votre cas, elle devra se faire entre les murs d'une prison. » Daniel Howard est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Et c'était la très triste histoire de Candy Howard. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous.